À travers cette capsule, vous allez suivre un cours de terminale Bac Pro en histoire. Il s'agit de la séance 2, intitulée « Les États-Unis de 1917 à 1941, émergence d'une puissance ». Ce cours s'inscrit dans une séquence qui vise à analyser les rapports des États-Unis avec le monde de 1917 à 1989. Voyons tout d'abord qui sont les États-Unis au début du XXe siècle. Les États-Unis possèdent un immense territoire, très riche, qu'ils ont agrandi durant tout le XIXe siècle grâce à la conquête de l'Ouest. Par ailleurs, ils s'appuient sur une constitution assez stable qui fonde leur régime plus ou moins démocratique. Les États-Unis sont depuis le début un pays d'immigration, une immigration essentiellement européenne. Mais le pays est aussi alimenté par des migrants venus d'Asie ou d'Amérique centrale. Les différentes vagues migratoires sont une chance pour les États-Unis qui bénéficient ainsi d'une main-d'œuvre à bon marché. De plus, cette main-d'œuvre prête à tout pour réussir bloque l'augmentation des salaires. Très tôt dans leur histoire, les Américains pensent qu'ils peuvent jouer un rôle très important dans le monde. Mais au XIXe siècle, leur influence reste surtout concentrée sur les continents américains. Cette politique est défendue par le président Monroe. Monroe, le 5e président des États-Unis, souhaite éloigner définitivement l'intérêt des Européens pour le continent américain. Pour cela, il les met en garde contre toute intervention et annonce qu'en retour, les États-Unis adopteront une position isolationniste, c'est-à-dire qu'ils ne se mêleront pas des affaires européennes. Malgré ce choix de l'isolationnisme, les États-Unis poursuivent tout au long du XIXe siècle une politique d'expansion territoriale. Il faut dire que le dynamisme économique et industriel des États-Unis est évident au début du XXe siècle. Les villes poussent, les gratte-ciels, les ponts gigantesques s'érigent. New York est une ville phare qui se dote d'une place financière ambitieuse. L'industrie américaine s'appuie sur les ressources immenses du pays. Dans l'industrie automobile, Ford est un exemple de cette industrie flamboyante. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire, la plus rustique, celle qu'aura envie d'acheter l'Amérique profonde, la fabuleuse Ford T. La transposition au XXe siècle du chariot bâché des pionniers de la marche vers l'Ouest. Little old Ford rambled right along, and the little old Ford rambled right along. The gas ran out in the big machine, but the darn little Ford don't need gasoline. The big limousine had to back downhill, but the plain little Ford is going up still. When it runs out of dope, just fill it up with soap, and the little Ford will ramble right along. Ce dynamisme industriel fait naître aussi d'immenses fortunes familiales comme les Rockefeller ou les Morgan. Pourtant, au tournant du XXe siècle, l'Europe domine encore fortement le monde qu'elle a conquis au fil des siècles précédents. Le monde est et reste européen. À l'échelle mondiale, la puissance des États-Unis doit être relativisée. Son poids dans la population mondiale atteint à peine 5,5%. Sa part dans la richesse mondiale augmente, mais elle reste limitée par les deux grands empires coloniaux que sont les empires britanniques et français. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Et pour les États-Unis, c'est l'occasion de jouer un nouveau rôle dans le monde. Pendant près de 4 ans, ces hommes seront engagés dans le combat le plus féroce de l'histoire. Ces années verront la naissance d'une arme terrifiante, le gaz toxique. D'une nouvelle maladie, le syndrome commotionnel. D'une invention meurtrière, les mines. Et ces années verront apparaître une nouvelle expression, symbole d'horreur, sortir de la tranchée.
Dans un premier temps, le président Wilson tient les États-Unis à l'écart de la guerre. Cependant, la guerre sous-marine allemande menace les intérêts américains et les font basculer dans la guerre. Le mouvement progressiste culmine sous 2 présidents. Theodore Roosevelt de 1901 à 1909, champion des droits du citoyen, combattant des trusts, opposé à l'utilisation de l'armée en cas de grève et protecteur de la nature. Woodrow Wilson de 1912 à 1920 qui propose aux Américains une nouvelle liberté, qui institue l'élection des sénateurs au suffrage universel et fera accorder le droit de vote aux femmes. Mais le nom de Wilson est surtout attaché à la politique étrangère, car des bruits de guerre en provenance de l'Europe se rapprochent de l'Amérique. Du coup, la réforme de la société cède le pas à la défense nationale et à la question de la participation ou non au conflit. Au début de la Grande Guerre, l'Amérique est neutre, mais elle ne peut accepter la domination allemande sur mer, particulièrement dans l'Atlantique. Des navires américains sont coulés. Plus rien n'arrête alors la marche vers l'entrée en guerre. La mobilisation est économique, mais aussi psychologique. Idéaliste de conviction, Wilson voit dans le conflit un combat pour la liberté et le droit. Il persuade son peuple qu'il appartient à l'Amérique de montrer le chemin et qu'il faut bâtir un monde pacifique grâce au règne de la démocratie. En 1917, les États-Unis incorporent 4 millions d'hommes et avec l'aide des forces alliées, transportent en France un corps expéditionnaire qui atteindra 2 millions d'hommes en 1918. Son chef est le général Pershing. Grâce aux Américains, les Alliés disposent d'une supériorité numérique qui leur assure la victoire. 50 000 morts américains resteront dans les cimetières de France. Partisan d'une paix établie sur des bases morales, Wilson propose un programme en 14 points. Il vient en personne négocier les traités de paix. Accueilli en héros, il débarque en Europe en décembre 1918 et jouera un rôle déterminant lors de la conférence de la paix en 1919 à Versailles. Mais il sera désavoué par le Congrès qui refusera de ratifier et le traité de paix et l'entrée des États-Unis dans la SDN dont il était le promoteur. Les 14 points du président Wilson constituent un cadre pour préserver la paix et la liberté dans le monde. À travers ce texte, les États-Unis s'ouvrent aux problèmes du monde. C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme. La politique interventionniste voulue par Wilson est remise en question dès 1920. Harding, nouvellement élu, prône America First, l'Amérique d'abord. Ainsi, durant toute l'entre-deux-guerres, les États-Unis vont adopter une position de repli sur les continents américains. Cette position isolationniste est encouragée par l'irruption d'une crise très violente en 1929. La crise produit de la misère. Elle s'étend au monde entier. Et dans certains pays, des politiques extrêmes s'installent au pouvoir. Durant les années 30, les États-Unis se gardent bien d'intervenir dans les affaires européennes. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les États-Unis ne peuvent rester en retrait très longtemps. Le 7 décembre 1941, leur flotte est bombardée par l'armée japonaise à Pearl Harbor, dans l'île d'Hawaï. Désormais, l'intervention des États-Unis dans la guerre est inévitable. Elle est déclarée le lendemain par le président Roosevelt contre le Japon et l'Allemagne, son allié. Just the day before the raid, President Roosevelt had personally appealed to Emperor Hirohito not to drag their two countries into war. But it was too late. Japan had formed a secret pact with Germany to attack the Allied forces in Europe and in the Far East. America at that stage was neutral, but generally sympathetic to the Allied cause. This was an attempt to destroy American military power in the Pacific before she could strike back. With unbelievable treachery
and craftiness, Japan has attacked our territory and murdered American citizens. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Within hours of the Pearl Harbor raid, American Army and Navy officers were called from their homes and weekend golf clubs to meet at the War Department to prepare to retaliate. President Roosevelt officially informed Congress that a state of war now existed between the United States and Japan. Within hours, Congress gave him the authority to prosecute the conflict all out. The legacy of the raid was enormous. 5 American battleships were sunk or damaged beyond repair. 200 aircraft were destroyed and more than 2,400 people killed. But more than that, Pearl Harbor led directly to what truly became the Second World War. 4 ans plus tard, les États-Unis sortent de la Seconde Guerre mondiale en grands vainqueurs. Ils ont acquis une image de libérateur. C'est désormais une superpuissance prête à intervenir partout dans le monde.